L'éclipse solaire se prépare aussi au sol. Mercredi soir, vers 18h30, trois clubs d'astronomie du secteur, dont l'association Cyrus de Hambach, se donnent rendez-vous au monument des déportés à Longeville-les-Saint-Avold pour faire vivre l'événement au public. Au programme, observation de l'éclipse solaire, échange avec des spécialistes et une fois la nuit tombée, une pluie d'étoiles filantes à observer. On sera trois associations, le club Sirius, le club Polaris de Frémin-Merlebach et également le club Longevue de Longeville-les-Saint-Avold. Donc nous serons trois associations. Nous serons présents au monument des déportés à Longeville-les-Saint-Avold. La manifestation ouvre à 18h30. Nous serons installés dans les champs avec cet horizon justement ouest-nord-ouest totalement dégagé pour installer notre matériel. Les gens viennent, mais c'est un public familial qui est invité à venir. Avec, s'ils ont déjà leurs lunettes, c'est parfait, les lunettes d'éclipse. J'espère que vous avez déjà eu le temps d'en acheter, c'est compliqué en ce moment. Sinon, il y aura une petite centaine qui seront à disposition encore sur place. Mais je pense qu'elles vont partir comme des petits pains, il faudra se dépêcher. Donc nous avons décidé de l'appeler la nuit de l'éclipse parce que évidemment on va commencer la soirée avec l'éclipse. Et on poursuivra la soirée avec une nuit des étoiles, avec le pic des Perséides. Alors les Perséides, c'est quoi? C'est simplement une pluie d'étoiles filantes. Alors attention, quand on parle de pluie d'étoiles filantes, il faut se méfier. Ce qu'on attend, c'est 1 à 2 étoiles filantes toutes les 2-3 minutes. Pas la peine de réserver. Et le site est assez grand pour accueillir tout le monde. Il y aura d'ailleurs un food truck qui sera présent pour une restauration et une buvette. Alors la manifestation ouvre officiellement à 18h30. L'éclipse de soleil commence à 19h22. Donc il serait intéressant d'être dans ces eaux-là, j'ai envie de dire, parce qu'à 19h22, nous allons voir la Lune qui va commencer à manger petit à petit le soleil. Et petit à petit, la Lune passera presque totalement à 90% devant le soleil, donc le maximum sera à 20h15. Et ensuite, la Lune va continuer son passage et elle va refaire découvrir le soleil. Donc vers 20h45, quelque chose comme ça, le soleil se couchera sous l'horizon, l'éclipse ne sera pas encore finie, mais petit à petit, la nuit tombera. Là, vous aurez vraiment l'opportunité de discuter avec des gens qui pratiquent l'astronomie depuis très longtemps, des astronomes amateurs certes, mais qui sont des spécialistes de l'astronomie. Finalement, une éclipse, qui est intéressant à voir, c'est de vivre le moment. C'est pas forcément l'observation en elle-même, c'est vraiment de vivre le moment ensemble. La lumière devrait normalement baisser assez rapidement, la température devrait baisser un petit peu. Je vous avoue qu'une éclipse partielle de 90%, je ne l'ai jamais vécue encore. Donc c'est des choses qu'on attend et qu'on va essayer de vivre ensemble. Un bison, des bras de fer et des trikes. À Reyers-Villers, les moteurs tournent à plein régime. Le Beach Trikes Show est de retour pour sa 6e édition avec différentes activités. Pour le coup, je me suis prêté au jeu et j'ai même eu droit à mon premier baptême en trike. Et alors, qu'est-ce que l'esprit du Trikers? Anaïmon et Noël, de Trikers passionnés, nous répondent. Vraiment être bien assis et avaler des kilomètres et des kilomètres sans souffrir. Ce n'est pas une machine de course, mais c'est une machine de confort. Et pour rouler, les kilomètres est loin et agréable. Voilà. Alors l'esprit du triker, c'est de faire des balades, de profiter du paysage, de faire des arrêts, de profiter du patrimoine, de son environnement et de faire des sorties avec des amis, des connaissances, en roulant tranquillement et en profitant tout simplement de la balade. Les fondamentaux pour être un triker, c'est aussi l'esprit motard, c'est-à-dire l'entraide, le respect des autres, et puis la joie de partager la route, d'être de bons conducteurs, des conducteurs courtois et des conducteurs à l'écoute des autres. Le concept est clair, il ne reste donc plus qu'à sillonner les routes du Beach Island. Face aux vagues de chaleur à répétition, le risque d'incendie s'intensifie, y compris dans notre région. Si le Sud a longtemps été la principale zone à risque, en fin juillet, la préfecture a placé la Moselle en danger sévère, mobilisant davantage nos sapeurs-pompiers.
Alors, bien entendu que le changement climatique va nous amener à faire face à de nouveaux risques, très probablement. Aujourd'hui, c'est vrai que on parlait de gros feux quand il y avait 3000 hectares dans le sud qui brûlaient. Aujourd'hui, on en a 44 000 en Gironde. C'est du jamais vu. Alors aujourd'hui, est-ce que ça peut se produire ici? C'est pas compliqué. 44 000 hectares, ça représente environ un carré de 20 km de côté. Donc on a des forêts en Moselle qui font cette superficie-là. Donc je dis pas que le risque est absent, mais ça peut bien entendu arriver. Alors les pompiers, eux, seront prêts en tout cas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai jamais vu une intervention où les pompiers n'ont pas réussi à accomplir leur mission. Avec 150 000 hectares de forêt, la Moselle est particulièrement exposée. Pourtant, selon le ministère de l'Écologie, 9 feux sur 10 restent d'origine humaine, majoritairement dus à une simple imprudence. Alors, encore une fois, ce qui est important de rajouter, c'est la prévention. Rappeler à la population qu'il y a des gestes simples à faire et à ne pas faire. Je le rappelle, jeter les mégots, les feux et les barbecues à proximité de végétation à proscrire. Et puis, encore une fois, signaler le plus rapidement possible tout départ de feu. Pour faire face aux incendies hors normes qui frappent le pays, la solidarité nationale s'organise. Des pompiers de Forbach, eux aussi, étaient envoyés en renfort en Gironde. Oui, alors on participe à cet élan de solidarité nationale, tous les pompiers de la Moselle d'ailleurs. À Forbach, on a quelques agents qui sont allés en renfort dans le sud. Donc oui, régulièrement, on a tous les jours des nouvelles des groupes qui sont descendus. Après, ils travaillent dur, longtemps, c'est énergivore, mais bon. C'est une belle expérience, je suis content pour eux et ils vont revenir avec un gros bagage d'expérience. Le réchauffement climatique transforme peu à peu nos étés, les vagues de chaleur se multiplient, gagnent en intensité et avancent dans le calendrier. Le festival Les Étendards poursuit sa programmation avec une séance de cinéma en plein air. Vendredi 14 août à Neufgrange, le public pourra découvrir Un Triomphe, une comédie dramatique inspirée d'une histoire vraie à partir de 21h45 dans la cour du Clos du Château. Une projection gratuite à partager en famille ou entre amis. Vendredi soir, le chalet de Meisenthal accueille le groupe lillois Another pour une soirée aux sonorités crankwave entre post-punk et musique alternative. Le concert débutera à 20h30 avec restauration et buvette sur place. L'entrée est à prix libre au profit des artistes. À Bettevillers, le week-end s'annonce festif avec le Festival de la Frite organisé les 15 et 16 août. Au programme, fête foraine tout le week-end, concert avec Solstice samedi soir, puis duo romance et les filles du Boucanier dimanche, sans oublier les incontournables frites et autres spécialités à déguster sur place. Samedi 15 août, Meisenthal fête l'été. Dès 18h, rendez-vous rue de la Poste pour profiter de la fête foraine et de l'animation musicale de l'orchestre Elixir. Au programme également, restauration sur place et feux d'artifice à 23h. Bonjour tout le monde, demain la journée sera belle, le soleil largement présent. Les températures partent à la hausse de 18 degrés au matin à 37 degrés l'après-midi. Demain jeudi 13 août, nous fêterons les Hippolytes. Le soleil se lèvera à 6h21 pour se coucher à 20h52. Excellente journée. Le festival Les Étendards, spectacle, concert, cinéma en plein air, du 4 juillet au 29 août. Profitez de nombreuses animations gratuites tous les week-ends. Ne manquez pas l'événement de cet été. La rentrée approche et avec elle, de nouvelles aventures à écrire. Dans vos Intermarchés, retrouvez tout le nécessaire pour bien démarrer l'année. Cahiers, stylos, classeurs, sacs à dos et bien plus encore. Et pour accompagner les journées bien remplies, retrouvez aussi une sélection de goûters gourmands pour faire le plein d'énergie. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Je voyage beaucoup. Est-ce que des appareils rechargeables sont adaptés dans mon cas ? Avec les nouvelles générations de batteries, les appareils auditifs disposent d'environ 40 heures d'autonomie. De plus, certains chargeurs sont équipés de batteries internes, ce qui permet de recharger jusqu'à 3 fois vos aides auditives sans prise électrique.
Hiver 1944. Alors que Sarreguemines est libéré depuis le 6 décembre comme d'autres villages alentours, le front est aux portes de Bitche. Hitler lance sa dernière contre-offensive sur la France pour reconquérir Strasbourg et démontrer son génie militaire. Il sait qu'elle ne lui permettra pas de gagner la guerre, mais elle pourra retarder son échéance. C'est l'opération Nordwind. Nordwind est quelque part une opportunité pour les Allemands, puisque la puissante troisième armée de Patton, parce que Patton s'est fait toute une réputation de chef de guerre, etc., est obligée de monter vers le Luxembourg, et les Allemands savent qu'il y a un vide qui s'est fait. Donc pour eux, c'est l'opportunité. Et notre secteur, c'est la pointe nord de l'offensive Nordwind, qui en fait démarre à Blies-Gerswiller et qui va jusqu'à Wingen. La région a été libérée tout d'abord par les armées du général Patton, la troisième armée. Cette armée a réussi à rentrer en partie un peu en Allemagne, notamment dans le secteur de Bliesbruck, et s'est déclenchée à la mi-décembre la bataille des Ardennes qui a tout chamboulé. À ce moment-là, les armées de Patton ont quitté le secteur et c'est un étalement des forces américaines qui a affaibli ce front. Et ce front, ensuite, a été percé au début de l'année 1945 et les villages, en fait, ont été, en quelque sorte, certains ont été repris par l'ennemi. Les gens pensaient avoir été libérés et finalement, ce sont les Allemands qui reviennent, comme par exemple Rimlin, Bliesbruck, Obergelbach. Voilà. Et c'est surtout à Ersching-Giederkirch qui s'est retrouvé dans un premier temps sur la ligne de front, puis après en territoire allemand. C'est un village qui a particulièrement souffert de cet état-là, de cette affaire. Lorsque Patton est parti, qu'une division américaine s'est installée ici, on s'est vite rendu compte qu'on ne pouvait plus tenir le front que tenaient les armées de Patton. L'armée américaine a décidé de se retirer à l'abri sur les hauteurs et le 24 décembre, toute l'armée américaine toutes les troupes américaines quittent Bliesbruck, créant une panique dans la population qui elle-même, à ce moment-là, fait ses bagages et suit l'armée dans le retrait. Et ces gens de Bliesbruck vont donc monter la fameuse Hermeskappel que tout le monde connaît. Ils vont descendre, passer dans Wieswiller et continuer leur route après sur Wittrin ou Aaren. Et pendant ce temps-là, sur la ligne de front allemande, on se réorganise, les troupes se renforcent en vue de la grande offensive. Hier in der Geisfeldhöhe, also die 6. SS-Gebirgsdivision Nord, die hat ja in Finnland mit den Finnen gegen die Sowjetunion gekämpft. Und als die Finnen mit der Sowjetunion einen Separatfrieden schlossen, mussten die Deutschen aus Finnland raus. Und dann sind sie im November, die 6. SS Nord, im November in Dänemark angekommen. Dort wurde eine Kampfgruppe gebildet, eine Vorausabteilung, die wiederum nach Pirmasens verlegt worden ist. Und die kamen am 30.12. hier in Pirmasens an. Und ein Teil dieser Einheit wurde hier in der Geisfeldhöhe untergebracht, vor dem Angriff. Ja, die Offensive war ja breit aufgestellt. Das ging ja quasi von zwei Brücken aus. Da war die 17. Panzerdivision, SS-Panzerdivision, oder Götz von Berlichingen hat da angegriffen. Und das zog sich ja die ganzen nordpfälzische Front entlang, den Elsass bis an den Rhein. Und im Rhein selbst also am Oberrhein, sollte noch mal eine Armee angreifen und sollte in einer Zangenbewegung quasi den Elsass oder den Nordelsass zurückerobern. Also die Einheiten, die hier in der Geisfeldhöhe waren, die haben bis 25. Januar im Nordelsass gekämpft. Und dann wurden sie dort herausgezogen und kamen dann an eine andere Front, weil die Amerikaner griffen ja auch von Trier aus
Richtung Hunsrück an und dann wurde diese Einheit dann an diese Front verlegt. L'opération Nordwind est déclenchée pendant la nuit du 31 décembre sur la ligne de front. Les Allemands sortent des bois et se ruent sur les positions américaines. Pourquoi les Allemands sont passés à Aachen? Aachen devait être l'offensive en direction de Diemringen. Hein. Et l'objectif des Allemands, dans un premier temps, c'était de prendre la ligne Maginot, en fait, hein, la ligne Maginot, puisque les Américains pouvaient s'arc-bouter sur ces forteresses, sur le béton. Et les Allemands percent donc cette nuit du 3 janvier, ils percent à Aachen, ils arrivent à Aachen. Pendant qu'on se bat autour de Riemlin, Groß-Rederschein, Wölflin ou Aachen, les civils tentent de fuir les combats. Le 3 janvier, à Kalausen et Wittrin, on voit arriver les gens de Aachen. Il y a eu le déclenchement d'une partie, le déclenchement d'un départ d'une partie des gens de Wieswiller et de Wölflin lorsqu'ils ont vu passer les réfugiés de Bliesbruck. Ça a déclenché effectivement un départ aussi. Il y a une partie des gens sont restés. Alors en général, d'après les témoins que j'ai rencontrés, c'était souvent le grand-père ou le père de famille qui restait pour s'occuper du bétail, parce que les gens avaient des bêtes autrefois dans les maisons. Et donc, ces gens-là sont restés. C'est eux qui ont en fait un peu vécu les combats par la suite. Les combats se bornaient surtout à du pilonnage d'artillerie de la part des Allemands dans les villages et à des allers-retours des troupes américaines qui venaient à l'arrière suite à la relève sur le front. Les gens de Wittrin voient arriver les réfugiés qui viennent de Wieswiller, Wölflin, et du fait de la situation critique pour les Américains, ils bloquent les routes. Donc j'ai un témoignage là-bas qui est intéressant. Hein. Le soldat américain met son arme sur la tempe du réfugié, hein, pour qu'il ne passe pas. Et finalement, les gens forcent le passage. Hein, voilà. Hein, c'est une situation dramatique, hein, pour les réfugiés, hein, puisque normalement, ils n'ont pas à être sur les routes, voilà, d'après les militaires, bien sûr. Hein. Les civils, bien évidemment, ont fui les zones de combat et se sont reportés sur les villages qui étaient libérés. Par exemple, je prends le cas de Kalausen. Hein. À partir du 3 janvier, il y avait une centaine de familles d'évacués qui étaient donc réfugiés à Kalausen. Hein, pour vous donner un exemple, chez mes grands-parents, une pièce leur était réservée. Hein, parce que, d'une part, il y avait les Américains, les Français de la 2e DB et les réfugiés venus des autres localités. Il faut quand même savoir une chose, c'est que les gens, quand ils sont partis avec leurs chariots et leurs bêtes, c'était en plein hiver, les routes étaient gelées, mais il y avait aussi des moments où ils étaient visibles par les Allemands et les Allemands leur tiraient dessus. Certains ont eu quelques tirs d'obus, quelques tirs d'artillerie, mais on s'en sont sortis quand même indemnes, parce que beaucoup ont voyagé de nuit quand même. Le 5 janvier, la 4e division blindée américaine a pour objectif de prendre la route donc stratégique Sarreguemines Beach. Et l'objectif, c'est Binna-Rohrbachler Beach. Donc le 5 janvier, en fin d'après-midi, les Américains essayent de prendre Binna par l'ouest, à revers, et se font aligner par les Allemands depuis Singlin. Et cette fameuse après-midi, ils laissent déjà 14 chars sur le terrain, dont 5 immédiatement détruits. Et le lendemain, rebelote, enfin je ne vais pas parler comme ça, le lendemain, les Américains reprennent l'offensive en direction de Singlin et perdent encore une fois 4 chars. Hein, donc voilà, on pense qu'il ne s'est rien passé chez nous, mais en fait, les troupes américaines se sont retrouvées face à un ennemi coriace. Chez nous, les opérations militaires par rapport à Nordwind s'arrêtent le 4 janvier. Aachen est libéré, Groß-Rederschein est repris dans la foulée.
Mais dans le pays de Bitche, enfin plutôt à Bitche, la situation est plus corsée. C'est-à-dire que les Allemands ont conquis des portions de territoire qui vont rester entre leurs mains, parfois jusqu'à la mi-mars. À la mi-mars, c'est l'opération Underton qui marque donc le début de l'offensive américaine généralisée. Sachant qu'il y a eu des combats à Rimelin, à Gorée-d'Erchin encore par la suite, puisque des rectifications de front sont effectuées. Voilà. Et Rimelin retombe entre les mains allemandes le 9 janvier. Les principaux témoignages que j'ai en général, c'est le vécu dans le village même avec les troupes américaines, les promenades en jeep pour les gamins, certains étaient restés quand même. Et il y a l'artillerie installée autour du village. Beaucoup me disent, là, il y avait un canon, là, il y avait 2-3 canons, il y avait des batteries ici, à cet endroit-là. C'est surtout ça, les témoignages que j'ai reçus. Après, sur les combats n'étaient pas dans le village, les combats étaient dans le bois de Biesbrück, qui était un peu plus loin, dans le secteur de Wolf-la-Wieswiller. Donc, on entendait sans doute les bruits des combats, parce que c'est franchement pas loin, mais on n'en voyait rien. Là, si, certaines choses qu'ont vu les gens, c'est les camions de morts, de soldats américains qui étaient empilés, gelés, parce qu'à l'époque il faisait très froid, des camions de soldats morts empilés dans les camions et qui étaient transportés, qui passaient à travers le village. Les Américains, en fait, avaient pour habitude d'évacuer leurs morts pour éviter que les soldats qui arrivaient ensuite prendre la relève ne voient pas de cadavres traîner, surtout de leurs hommes. Les Allemands, ils les laissaient, les Américains, ils les enlevaient pour montrer que l'ennemi était mort. Alors sur les morts civiles, je ne sais pas, on n'a pas trop de choses. C'est des accidents, c'est surtout par tir d'artillerie. Quand les villages étaient bombardés, parfois ça coûtait la vie à quelqu'un. Une dame qui m'a raconté qu'elle était jeune fille, elle chantait à la fenêtre, il y a un obus qui a explosé pas loin, elle a vu un shrapnel, un éclat passer à ras de son visage. Elle a échappé belle, quoi. Elle a échappé à la mort ce jour-là. Du côté des historiens américains, Nordwind a été quelque peu oublié, parce qu'il y a eu donc cette fameuse offensive des Ardennes, qui a démarré donc le 16 décembre, et qui a occulté Nordwind. Donc quelques historiens s'intéressent à cette affaire, bien évidemment, il y a des sources, mais même chez nous, les gens ne savent pas ce qui est arrivé, parce que c'est complexe. On est libéré par les Américains, les Allemands reviennent. Voilà, il y a de nouveau une avancée des Alliés et c'est très complexe. Bien que ça ne concerne que quelques villages frontaliers finalement, ce ne sont pas de grandes portions de territoire, mais les gens qui habitent, qui vivent dans ces portions de territoire ont énormément souffert de cette situation. L'abandon de l'offensive Nordwind le 25 janvier ne marque pas la fin des combats dans la région, ni celui du calvaire des civils. Dans le pays de Bitche, on compte les victimes. Parmi eux, les martyrs d'Erchin marquera les mémoires. Le 23 février 1945, les bombes américaines faisaient 45 victimes, dont 23 enfants. Bliesbrück aussi reste marqué par cet hiver douloureux. La seconde évacuation du village le 24 décembre 1944 et la traversée d'un pont de fortune sur la Blies expliquent que le village s'est reconstruit rive gauche du cours d'eau et non sur son emplacement d'origine rive droite. Les habitants redoutant sans doute de se retrouver un jour pris au piège du mauvais côté du pont. Bliesbrück, Bitche ou même Haguenau attendront le 16 mars pour être libérés. Le 20 mars, toute l'Alsace et la Lorraine sont définitivement libérées.